Donc ce soir, c'est la deuxième partie de ce chapitre 2 de la première partie. Donc la première partie, c'est pourquoi organiser des séminaires. Et donc le premier chapitre, c'était développer la confiance. Le deuxième, c'est partager une vision. Et puis à partir du prochain book club, on sera sur améliorer la coopération. Voilà, donc confiance, vision, coopération, c'est ce triptyque voilà, que j'utilise, qui constitue un repère assez éprouvé, en fait, en tout cas par rapport aux problématiques que je rencontre. Alors, on va faire comme d'habitude. Il va y avoir une première partie un peu descendante, c'est-à-dire je vais vous lire les pages prévues du bouquin. Donc, il faut que je réussisse à mettre ça en route. Et je vais vous les commenter. Puis ensuite, on aura un échange. On est avec une taille de groupe, en fait, qui permet vraiment d'avoir un bon échange. Hop. Il faut que je reclique là. Et normalement, là, vous voyez mon écran. Voilà. Donc, je vois à l'écran Lidvine, Valérie, Régine. C'est-à-dire que vous me servez d'indicateur. Si à un moment donné, le son n'est pas bon, OK, parce que j'ai quand même des pour m'aider. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va rentrer dans ce qu'on peut faire en séminaire quand on fait un travail de vision et donc essayer de comprendre ce processus de visionning à l'œuvre sur un séminaire de 1 ou 2 jours. Voilà. Rappel pour tous ceux qui sont intéressés par la vision que, évidemment, ce n'est pas sérieux de se dire qu'on peut faire un travail de vision en 2 jours. C'est à la fois, c'est quand même ce que je recommande, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le tour de la question en 2 jours, quoi. Mais c'est quand même une bonne façon de commencer. Donc, le sujet n'est pas exhaustif, ce serait vraiment mentir que de se dire on va traiter, vous sortez du temps qu'on va passer ensemble, vous aurez compris comment est-ce qu'on construit une vision sur un séminaire de 2 jours. Voilà. Pour ceux qui sont le plus intéressés, le meilleur endroit pour apprendre la vision, c'est www. Donc, Vision, Visionning, Visionnaire. Si tu veux bien mettre le lien vers le site, ce sera un rappel pour ceux qui ne l'ont pas encore. Donc, Vision, Visionning, Visionnaire, c'est une des autres practices de la Boétie Partners que je co-anime avec Jean-Gabriel, Eleonore Simiou et Benjamin Graton. Voilà. Mais là, nous, on parle de la partie séminaire de la vision, voilà, dans le cadre du design de séminaire. Alors, je vais lire. Voilà, donc je fais une petite lecture de la fin. Donc, de la fin de la fois d'avant. Thibaut, tu es vraiment très coupé, la liaison est mauvaise. Pour rassembler les données qui nous Thibaut, permettent de... on n'entend pas. Ouais, c'est très haché là. Ok. Ouais. Aïe, c'est très haché. La liaison n'est pas bonne. Éventuellement, tu peux couper ta caméra, ça ne coupera pas le partage d'écran et ça te consommera moins de bande passante peut-être. Alors, je vais faire ça. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, Est-ce que c'est mieux, Lidvine? Oui, c'est mieux. Ça a l'air. Ok. Parce que moi, je vois Lidvine bien, donc moi, c'est vrai que je ne me rends pas compte que je passe mal. Donc, Lidvine, tu me fais un signe surtout, si jamais ça se met à déconner, d'accord? Lidvine, Pierre. Ok, je vous vois, surtout, vous me faites un signe parce que je vous vois et je vous regarde. Ok. Alors que le son, il m'arrive avec du retard. Alors, on va regarder les 3 premières dimensions du visioning. Donc, le présent pour comprendre qui nous sommes vraiment. Donc, c'est souvent par là qu'on commence. L'objectif est de prendre le temps de regarder l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, pour la comprendre dans sa singularité, au-delà de ses chiffres, de ses objectifs, de ses slogans, ou encore de la liste des difficultés qu'elle rencontre. Puisque la vision est une réponse à la question « Que veut-on être vraiment ?», il faut très naturellement commencer par se mettre d'accord sur « Que sommes-nous vraiment ?» Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que, petit commentaire, moi, je me rends compte que la tendance naturelle
d'un comité de direction quand on fait un travail de vision, c'est tout de suite d'aller regarder ce qu'on veut être. Donc, d'assimiler l'exercice de vision à un exercice de projection. OK ? L'exercice de vision, si on se dit la vision, c'est répondre à la question « Que veut-on être vraiment ?» Ça n'est pas que un exercice de projection. C'est d'abord un exercice qui est ancré dans le réel. Et donc, quand on regarde le présent, on est ancré dans le réel. Les modalités pour savoir ce que nous sommes devront privilégier un regard à 360 degrés qui expert du système que constitue l'entreprise. Qui sont ses clients? Quelle est sa proposition de valeur? Quel est le cœur de ses activités? Que fait-elle particulièrement bien? Commençons par cette question simple. Qui sont nos clients? Ça peut paraître choquant, mais vous constaterez souvent que les membres d'un comité de direction ne répondent pas de façon homogène à cette question et qui soigneusement d'aborder vraiment le sujet car il est délicat. Clients, hein, dans les organisations aujourd'hui, on n'a souvent pas un seul client. On a le client, l'utilisateur, le financeur, enfin, on a beaucoup de niveaux de clients et puis la segmentation est souvent... Ça je vais coupe. attendre que le problème de réseau passe. Oui, c'est ça, ça coupe. Encore plus complexe, la question de la proposition de valeur. OK, je ne sais pas quoi faire. Ça coupe souvent? Tu peux peut-être passer sur 4G de ton téléphone? En audio? Même en visio, ça marche. Dans la campagne, ça marche mieux que Wi-Fi. Ça a l'air d'aller là maintenant, Thibaut. C'est peut-être un mauvais passage. Sinon, tu rejoins avec le numéro de téléphone. Ouais, mais je suis déjà... Ouais, je ne sais même pas si je sais faire ça. Attends. Et je vais en faire fait, ça, ouais. Je vais faire le son par téléphone et je vais rester... Ouais, vas-y, Steph, guide-moi. Non, il faut que guide-moi tu comment je fais prennes pour le numéro de téléphone. Ouais. Le numéro de téléphone, tu l'as dans l'invitation. Quand tu copies l'invitation, attends, je vais le trouver. Hop, je te dis ça tout de suite. Oui, il me faut le numéro de la réunion, du coup. Je suis même pas sûr. Ouais, je te le donne tout de suite, je l'ai. Ou tout simplement, tu passes ton ordinateur sur 4G de ton téléphone. Utilise ton... Non, mais ça, c'est ce que je fais déjà, Elena. D'accord, je vais appeler... Ça, je suis déjà sur la 4G de mon téléphone, en fait. Je ne suis pas en Wi-Fi. Vous nous excusez, petit problème technique. Nous allons résoudre cela dans un instant. Ça va être résolu très vite. Hop, alors le numéro qu'il faut que tu composes, si tu veux bien me le donner. Merde, ah non, attends, j'arrive pas à voir ton numéro parce que tu es direct sur... Ouais. Attends, moi, je vais pouvoir le trouver, non, quand je vais dans participants. Ouais, si tu vas dans inviter, et normalement, si tu fais copier le lien d'invitation. Ouais. Copier l'invitation et que je la colle dans un truc. C'est sympa la technique, hein. Hop. Tu as le numéro qui s'affiche, sinon je vais te donner le numéro. Je l'ai. I got it. Attends, aux États-Unis. Bah, j'ai plein de trucs aux États-Unis. Non, il faut que tu demandes la France. Les Français. Parce que j'ai le numéro de la réunion, mais effectivement, là, je vais essayer de te donner le numéro. Ça date d'un an, mais peut-être que ce n'est pas changé. C'est 01 86 99 58 31. OK. Et j'ai après 5 autres encore, mais essaye déjà celui-là. Bienvenue sur Zoom. Ouais. Entrez votre identifiant de réunion suivi du signe. Voilà, c'est magique. Bravo. 11. Merci, Elena. À l'intelligence collective, il n'y a quand même pas mieux. Hein. Alors, du coup, je vais couper. Entrez votre identifiant de participant suivi par le signe dièse. Je ne sais pas ce que c'est ça. Sinon, appuyez seulement sur Qui? Ah, ouais, OK. Vous êtes dans la réunion. Il y a 13 participants. Ah, bah voilà, je suis là. OK. Alors, attendez, je vais raccrocher mon micro de là. Je suis rentré en salle d'attente. Voilà. Et là, il faut juste que j'arrête mon micro. Oula. Ouais, voilà, c'est ça.
Et là, vous m'entendez? On t'entend. Très bien, oui. Oui. C'est mieux donc. Oui. Ok. Bon, moi, j'ai un écho. Il faut que tu éteignes le micro et le haut-parleur de ton téléphone. Ah, le haut-parleur de mon ordi. De ton ordi. Ah, là, c'est bien. Et là, c'est bien? Ouais. Parfait. Ok. Donc, quelle galère. Alors, partager l'écran. On va recommencer du coup. Je ne me rends pas compte de savoir si vous m'avez perdu beaucoup ou pas, en fait. Mais, ok. Voilà. Pierre Lidjine, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Visuellement, s'il vous plaît. Ouais. Vous faites un... Ouais. Ok, super. Très bien. Je ne sais pas ce que vous avez perdu, donc voilà, plusieurs questions en fait. Du coup, je vais accélérer un peu. Plusieurs questions en fait, qui sont compliquées et qui nécessitent de s'aligner. Quelle est la proposition de valeur? Pourquoi je suis en blanc là? Donc ce soir, c'est vraiment... Hop. Voilà. Quelle est la proposition de valeur? Oh là là. Catastrophe. Ok, qui sont les clients? Qu'est-ce qu'on fait bien? Donc, beaucoup de choses à regarder et sur lesquelles s'aligner quand on fait un travail sur qui sommes-nous vraiment. Donc, qui sommes-nous vraiment? Le sujet, c'est pas tellement les chiffres, ça les gens les connaissent bien, les chiffres, c'est pas les implantations, c'est pas l'organigramme, c'est pas la liste de produits, c'est souvent d'un autre niveau. Alors, j'en dis pas trop parce que quand je vais parler du business model Canva, vous allez comprendre. Bien sûr, les outils de l'analyse, les outils classiques de l'analyse stratégique seront précieux pour répondre à ces questions. Et notamment, il y en a un, je le dis tout de suite, qui marche très très bien, c'est évidemment, on peut faire un travail avec un bon vieux SWOT. Okay, ça fonctionne très très bien de faire une analyse de qui nous sommes aujourd'hui à travers un SWOT. Ça permet de parler du présent. Dans cette palette d'outils, nous privilégions ceux qui peuvent être utilisés en séminaire dans le cadre de processus participatifs guidés. Par exemple, nous utilisons fréquemment le Business Model Canva, outil puissant pour construire une représentation visuelle complète de ce qu'est l'entreprise. Du coup, je vais faire un petit zoom sur le Business Model Canva. Qu'est-ce que c'est? Cet outil très célèbre et très utilisé a été inventé et mis au point par Yves Pigner et Alex Osterwalder. Il permet d'écrire de façon visuelle et holistique le modèle économique d'une entreprise. Plus qu'une simple matrice. Le Business Model Canva est un outil de dialogue et de co-construction. Et là, si vous avez été présent au précédent Book Club, vous retrouverez également le Canva Design de séminaire, qui est un autre Canva, qui est un autre outil de dialogue et de co-construction. Ce sont des outils d'exploration, hein, c'est la grande famille des Canva, j'en ai déjà parlé. Donc ce ne sont pas des matrices, en fait. Et les gens qui ont une longue carrière dans le conseil, souvent commencent à utiliser ces outils-là comme une matrice, vous voyez, un truc dont il faut remplir le case. Ce n'est pas ça. C'est d'abord un outil qui aide à réfléchir et donc qui invite au dialogue. Je n'insisterai jamais assez là-dessus pour éviter d'interminables blabla en se concentrant sur l'essentiel. Donc, vous avez beaucoup d'informations sur le Business Model Canva sur le site de strategizer.com. Alors, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, demain? Vous voyez, on va se pencher sur ces 9 cases du business model de l'entreprise que j'accompagne. Donc, on va se poser la question, mais au fond, qui sont les segments de clientèle? Donc, qui sont les personnes à qui on délivre des produits et services? C'est quoi nos différents segments? Ok, donc on va chercher à identifier ces segments. Éventuellement, on va leur donner un petit code couleur, voilà, qui va nous faciliter ensuite la réflexion, l'échange, parce qu'en fait, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est en face de chacun de ces segments de clientèle, qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce qu'on leur apporte à ces différents segments de clientèle? Et donc, on va garder ce code couleur qui va nous permettre de nous repérer visuellement. Et donc, on fait ça vraiment demain, vous voyez, on va le faire. Il y aura une petite séquence de formation pour qu'ils comprennent l'outil. Puis ensuite, on va mettre sur la table. Quand je dis sur la table, c'est littéralement sur la table. C'est-à-dire, vous voyez, on va s'installer comme ça. Voilà, moi j'ai un poster, un petit business model Canva là, que je trimballe avec moi dans mon sac à malice.
OK, et puis là, j'ai une table. OK. Puis on va se mettre autour de la table. OK. Voilà, donc demain, on est 4. Hop. Et puis, moi, j'aurai dans ma main le bloc de post-it qui me donne le pouvoir de prendre note quand c'est suffisamment compris. Quand j'ai compris ce qu'ils me disent, je prends le post-it puis je le mets quelque part. OK. Et donc, on va commencer, en général, on fait dans cet ordre-là. Tiens, qui sont nos clients? Tiens, qu'est-ce qu'on leur offre à ces clients? Et puis, en fait, comment est-ce qu'on leur apporte notre proposition de valeur? Ça, on a les canaux de distribution. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Hein. OK. Et puis, il y a certains canaux qui touchent plusieurs clients. Je ne vais pas rentrer dans le détail du business model Canva. OK. Et je vous montre juste la logique. Et puis, quelle relation on cherche à entretenir avec nos clients? Ça, c'est la partie droite. Et puis, dans la partie gauche, donc il y a vraiment une logique dans le Canva, hein, c'est que, en fait, il y a 3 parties. Je peux vous faire en tout cas ça, cette petite introduction-là. Ici, dans cette partie-là, je vais le faire en gris. OK, c'est la partie visible. C'est ce que voient les clients. OK. Et puis ici, c'est tout. C'est comment est-ce qu'on produit la proposition de valeur. Donc, si on avait... Voilà. Je pense que j'ai été coupé visuellement. Il n'y a rien, on ne voit rien. Oui, je suis coupé, je suis en train de revenir. Mais moi, je vous entends par contre. OK? Vous m'entendez ou pas? Voilà. Oui. Oui, tout à fait. Oui, on t'entend. OK. Je continue à expliquer, OK? Je suis désolé, c'est vraiment chaotique. Je ne pensais pas j'aurais aussi peu de réseau. C'est vraiment chaotique, mais on va quand même avancer. C'est en train de se reconnecter tranquillement, visuellement. Donc, dans la partie gauche du business model Canva, vous avez la façon dont on produit la proposition de valeur. OK? Donc, quelles sont nos activités clés? Donc, pas toutes les activités. Il ne s'agit pas de faire un descriptif, je suis revenu. Il ne s'agit pas de faire un descriptif de l'organisation de l'entreprise et ses processus. Il s'agit juste de repérer quelles sont les activités clés et les activités qui sont vraiment essentielles pour produire la proposition de valeur. Le risque là, c'est que je me noie clairement dans le Canva, donc je vais essayer d'éviter ce risque. Je pense que... Tu as arrêté le partage d'écran, Thibaut. C'est normal? Non, ça revient. Ah, ok. Voilà, c'est revenu, je suis revenu. Ok. J'ai été sorti de Zoom. Hein. Voilà, les activités clés. Quelles sont les ressources clés? J'en sais rien. Vous voyez, mon client, là, par exemple, ils ont une usine, quoi. Une énorme usine, très tech. Ils ont des brevets. Vous voyez, ça fait partie des ressources clés. Quels sont nos partenaires? Voilà, donc tout ça, ça contribue, en fait, à produire la proposition de valeur. Et puis ici, quels sont nos flux de revenus et notre structure de coût. Voilà. Et en faisant ça, en fait, j'insiste bien, pour vous qui faites des séminaires, quand on utilise un outil comme ça, l'idée, c'est que si j'ai quelqu'un qui est, vous voyez, je vais refaire imaginons que vous ayez mis ça sur un mur, parce qu'il y a beaucoup de participants, OK. Donc, j'ai 7-8 participants autour de la table. Là, j'ai mon Canva. Okay, la règle du jeu absolue, c'est que la personne la plus loin, là, celle-ci, puisse lire ce qui est écrit sur chaque post-it. Ce qui signifie que le post-it est écrit en gros. Parce que cet outil-là sert à mener une réflexion commune. Donc, il faut que ce soit lisible de loin. OK? Donc, en séminaire, on va mettre ça à plat. Voilà. Alors, il y a plein de façons de le faire. D'accord? Une façon de le faire, je me souviens, j'ai un client, il y a 1 ou 2 ans, une start-up, plus exactement une spin-off, je crois que c'est comme ça que ça se dit, d'un grand groupe, une spin-off techno d'un grand groupe, okay, qui faisait un travail de vision. Et il fallait se mettre d'accord sur le business model Canva déjà actuel. Et la DG avait préparé le truc. Et en fait, elle est venue avec ses post-it, elle a collé, on a corrigé jusqu'à ce que ça convienne à tout le monde. Tout le monde était debout autour de la table. OK? Et moi, je modifiais les post-it en allant chercher le niveau de compréhension de chacun, en s'assurant qu'en fait, on construit un outil de dialogue en faisant ça. OK? On construit un référentiel de dialogue. C'est hyper utile. Ensuite, on comprend ce dont on parle. J'espère que vous me suivez. Je pense que oui.
Donc ça, c'est la partie 1 qui est le présent. On construit du vocabulaire, vous voyez. Non, mais attends, là, on ne parle pas de ce segment-là, on est en train de parler de l'autre segment. J'ai un autre client, il faut que je vous dessine ça un instant, c'est vraiment... on a fait ce travail, il ne comprenait rien à ce qu'il fait, en fait. La réalité, c'est que cette boîte ne comprenait rien à ce qu'elle faisait. J'étais à nouveau giclé, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Voilà, je reviens. Hop. Donc, on s'est rendu compte, on sent leur business model, mais là, on l'a fait sur site. Je partage mon écran à nouveau. Je ne sais pas ce que ça va donner, un replay. Ça ne va pas être très agréable, à mon avis. Je ne fais pas ça pour les replays. Voilà. Peut-être qu'il faut que je te raconte, on a eu un plantage klaxon vendredi. On s'est dit avec Emmanuel, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un problème technique dans le séminaire à distance. Voilà, je vous fais un autre client là. En fait, on s'est rendu compte, je vous promets que c'est vrai, qu'il avait un triple modèle. C'est-à-dire qu'il y avait, en fait, il y avait 3 segments de clientèle. Et en fait, leur modèle ne fonctionnait que parce que, et je dessine comme ça, que parce que ils avaient ces 3 niveaux de clients. Je voyais, c'était étroitement imbriqué. C'est-à-dire, si je n'ai pas ce client-là, comme Google qui a un double modèle. Okay, Google, historiquement, a un double modèle. Il a un client qui est vous, l'internaute qui fait une recherche. Vous êtes un client, même si vous payez 0. Okay, vous êtes un client. Et l'annonceur à qui il vend des visites au clic, quoi. Okay, donc, c'est un double modèle. Bon, bah là, ce client-là, il avait un triple modèle. Le fait de le mettre noir sur blanc et de le voir, c'était hyper clarifiant, vous voyez. Ça met des paquets, ça désamalgame des choses qui sinon sont mélangées. On comprend ce dont on parle, en fait. Ce qui est hyper important avant de s'aventurer dans le reste du voyage sur la vision, qui est un voyage qui est potentiellement un peu anxiogène. Voilà. Donc, deuxième étape, ensuite, le passé pour comprendre notre ADN. La vision s'appuie toujours d'une façon ou d'une autre sur l'ADN de l'entreprise. Qu'est-ce donc que ce fameux ADN? Ce sont les éléments qui définissent une organisation de façon tout à fait singulière et unique. Mais comment peut-on aider une équipe à saisir l'ADN, puisque c'est si essentiel? D'abord et avant tout en explorant l'histoire de l'entreprise à travers les âges, en cherchant à comprendre ce qui oriente profondément les décisions, les choix, quelles que soient les périodes. Il y a quelque chose de la psychanalyse organisationnelle là-dedans. Où sont nos racines? Quel a été le geste fondateur? Quels sont les mythes qui font partie de l'inconscient collectif? Qui sont nos héros? Quels sont nos moments de gloire? Quel est notre héritage? Quelles sont nos grandes quêtes? À quelles inspirations profondes les hommes et les femmes de l'entreprise sont-ils attachés? Où bat le cœur de l'organisation? À quel moment de notre histoire nous sommes-nous égarés? Évidemment, les égarements, ça apprend aussi sur ce qu'on est. Alors, le processus, là, ce que je décris ici ensuite, que je ne vais pas vous lire, okay, qui consiste à rassembler faits marquants, victoires et difficultés, bah, vous le connaissez, hein, tous ceux qui ont fait la formation au design du séminaire le connaissent. Et Sophie, tu le connais aussi, puisqu'on l'avait fait pour ce cabinet dont tu parles. C'est vraiment un best-seller. Hein. C'est le processus de la fresque des faits marquants, qui consiste à découper l'histoire de l'organisation en morceaux, de confier chacun de ces morceaux à un petit groupe, voilà, de participants du séminaire, et de leur demander de repérer. Alors, on le fait sous forme de dessin souvent, mais on pourrait très bien le faire sous forme de mots, hein, ça fonctionne aussi. Moi, j'aime bien utiliser la recette du dessin métaphorique. Voilà. Et on leur demande de représenter ici, avec un code couleur, les faits marquants. Les faits marquants, on les fait en vert. Les victoires, en rouge. C'est le contraire. Les faits marquants, je suis perdu là, je suis perturbé par ces histoires d'Internet. Les faits marquants en bleu, c'est la couleur neutre. Les faits marquants en bleu, par exemple, voilà, on a quelqu'un qui fait une montagne parce qu'on a réussi tel sujet. Les victoires en vert et les difficultés en rouge. Et une fois que tout ça a été fait, une fois que chaque groupe a élaboré ça, on se raconte, donc les mêmes groupes restituent ce travail-là. Donc tout ça, c'est la recette des faits marquants que vous trouverez dans le design du séminaire. Mais surtout, comment est-ce qu'on clôture cette recette? On se pose la question, quand on voit tout ça, quand on voit l'histoire de l'entreprise,
qu'est-ce que ça nous dit d'important et d'utile sur notre ADN à l'heure où on se penche sur la vision? Les deux choses sont importantes. Hein. Qu'est-ce que cette histoire nous dit d'important et d'utile sur notre ADN, sur ce que nous sommes vraiment? En fait, ça vient compléter le premier exercice. À l'heure où, en fait, on cherche à se doter d'une vision. Et notamment, on cherche à se projeter vers l'avenir. OK? Le fait de s'intéresser à l'histoire leur permettra de prendre de la distance, de la perspective par rapport au présent, en se détachant des convictions et des préférences personnelles, des situations dans lesquelles chacun est impliqué et donc non neutre, et des soubresauts conjoncturels. Ça, c'est vachement important, en fait. Parce qu'il y a un truc qui est, à un moment donné, on fait un travail de vision, donc on se dit qu'est-ce qu'on veut être vraiment, c'est comment est-ce qu'on veut continuer l'histoire de la structure dont on a la responsabilité, nous, dont on est en charge. Et quand on est dans le présent, on est pollué, quoi. On est pollué par ses enjeux, on est pollué par ses préférences, on est pollué par ses convictions. Et quand on va dans le passé, en fait, on peut lâcher un peu ça pour se situer dans un temps qui est un temps plus long. Donc, vous voyez, c'est important en termes d'information, mais c'est important aussi en termes de dynamique, ce travail sur l'histoire. Voilà. Il s'agira de mener cette démarche avec curiosité, animée par l'intention d'apprendre. La question centrale qui oriente ces travaux est bien, la voie que j'ai mise. Moi, j'avais oublié que j'avais mise. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend d'intéressant et d'utile sur ce que nous sommes fondamentalement? La deuxième dimension du visioning, le passé pour comprendre l'ADN, produit généralement de multiples prises de conscience dans les équipes et permet de rassembler de nombreuses informations utiles pour la vision. Vous trouverez souvent des résistances, notamment chez les dirigeants, à faire ce travail. Et moi, plein de fois, on m'a dit, mais tu es sûr que tu veux parler du passé? On n'arrête pas d'en parler du passé, c'est un truc de vieux grognard. Mais en fait, ils ne comprennent pas très bien pourquoi est-ce qu'on fait ce travail-là. Et à chaque fois, ça ne loupe pas, c'est déterminant pour le travail de vision. Voilà. Le travail d'exploration, alors enfin des tendances, le travail d'exploration des tendances, c'est une ouverture sur le monde qui bouge, qui se résume dans cette question simple, mais extrêmement soignée. Que se passe-t-il dans notre environnement qui ne fera que s'accélérer et qui a de l'impact sur nous et sur notre business? Ça, je peux vous dire que cette formulation de question, elle est le fruit, elle a été raffinée un certain nombre de fois. Donc, une tendance, une chose qu'on va regarder, une chose à laquelle on va s'intéresser, c'est quelque chose qui se passe dans notre environnement qui ne fera probablement que s'accentuer ou s'accélérer et qui a de l'impact sur nous et sur notre business. OK? Donc, il y a beaucoup de conditions requises quand même. Quelque chose qui se passe, qui va s'accélérer, qui a déjà commencé, hein, c'est pas un fantasme. Hein. Prenez des choses qui ont déjà commencé, OK? Le réchauffement climatique, a priori, c'est pas un fantasme. La robotisation, c'est pas un fantasme. Voilà, le vieillissement de la population, c'est pas un fantasme. OK? Les réseaux sociaux, c'en est pas un non plus. Les registres que vous ferez explorer sont variés. Les clients, la technologie, la réglementation, les concurrents, les usages. À nouveau, votre priorité est ici d'amener les participants à co-comprendre ces évolutions avant d'en tirer la moindre conclusion sur ce qu'il s'agit de faire. Ça, vraiment, on aurait pu le mettre. Hein. Le sujet, c'est repousser le moment où vous allez en conclure quelque chose. Réfléchissez, explorez. Faire l'effort d'une lecture attentive de ces tendances. Écouter les signaux forts, mais aussi les signaux faibles. Ressentir le mouvement auquel il s'agit de faire face en évitant de parler de soi, mais en restant focalisé sur ce qui se passe dehors. Hein, autant l'histoire, on parle de nous en lien avec notre environnement, autant les tendances, souvent je fais ce schéma-là, hein, c'est ce qui se passe autour. Okay, c'est des choses qui sont à l'œuvre et qui se passent autour. Et donc on arrête de parler de nous, on regarde ce qui se passe dehors, à l'extérieur. Alors il y a des processus pour ça, hein. Il y a un processus qui s'appelle écouter l'environnement. Voilà, il y a beaucoup de choses, enfin, que je ne vais pas rentrer dans le détail. Regarder lucidement l'environnement est un travail assez inhabituel, car il faut s'efforcer de rester le regard tourné vers l'extérieur, de ne pas parler du tout de l'entreprise, c'est ça le plus difficile, parce qu'ils ont tendance à vite reparler d'eux, à dire « Ah oui, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on arrête de faire ceci. » Voilà. Ce qui ferait perdre ce fil fragile de curiosité. Il s'agit au fond de comprendre le terrain de jeu, comme le ferait un surfeur qui regarde
au loin, la vague se former. Ça, c'est une métaphore que j'utilise très souvent avec les clients, en leur disant, regardez les vagues se former pour éviter qu'elles vous écrasent et plutôt pour choisir de les surfer. Cette métaphore du surf est très évocatrice. Explorer l'environnement, c'est observer la façon dont il évolue, encore dit, pour s'apprêter à surfer sur les vagues en évitant qu'elles nous écrasent. C'est d'abord un travail de lecture attentive du terrain avant d'en tirer des orientations pour soi-même. Plus que de prévoir, les prévisions se réalisent rarement. Il s'agit de ressentir, à travers différents phénomènes observables, ce qui est en train de se tramer et dont on va pouvoir se servir. Voilà, donc parfois, il y a un petit résumé de ça, quoi. Consiste à dire, vous voyez, ça c'est... vous avez votre planche de surf, si on tire un tout petit peu la métaphore, hein, ça c'est ma planche de surf. OK. Et ça, c'est le présent. C'est avec l'étape 1 du visioning qu'on a un peu conscience de sa vague de surf. Et puis, on va essayer d'aller surfer les tendances. C'est la vague. Donc, c'est les tendances qu'on va essayer d'aller surfer, éviter de se faire écraser. Voilà. Et puis, le surfeur, on va pouvoir le mettre là-dessus. Voilà, le surfeur. Hop là, je ne fais pas de surf, heureusement. Mais voilà, le surfeur, en fait, c'est le fruit d'une histoire. Donc, voilà. Il a plus ou moins de talent, il va depuis plus ou moins longtemps. Voilà. Bon, c'est réducteur comme métaphore. Voilà ce que je voulais dire sur le visioning. Alors, vous remarquerez que l'étape 4 n'est pas embarquée là-dedans, le travail sur les ambitions. Parce que pour le coup, c'est pas à proprement parler un travail de co-compréhension. Donc là, j'ai fait un choix en écrivant, je me suis rendu compte que c'est un peu bancal. C'est un travail qui est d'une autre nature et que j'ai pas décrit ici.